Téléspectateurs d'Objectif Direct, bonjour. Merci de nous retrouver encore pour cet autre numéro de votre émission préférée. Aujourd'hui, nous sommes dans une banlieue huppée de Paris et nous sommes en face d'un interlocuteur assez important quand il s'agit de la Côte d'Ivoire. Nous sommes avec son Excellence, M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations des produits de base. M. Ali Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici. C'est mon plaisir. Nous aussi, c'est un plaisir pour nous. M. Ali Touré, vous êtes donc ambassadeur. Vous avez été nommé par décret? Oui, tout à fait. Par qui? Le président Alassane Ouattara. Quand? En 2011. Donc vous êtes à Londres pour représenter la Côte d'Ivoire auprès de tous les produits de base, de l'organisation en charge des produits de base. Ça consiste à quoi votre boulot en fait? En fait, nous sommes l'interface, nous sommes une structure extérieure qui est l'interface entre le gouvernement de Côte d'Ivoire et toutes les organisations internationales de produits de base. D'accord. En plus large et en plus compréhensible pour le commun? Nous défendons les produits agricoles à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, nous recherchons les financements pour le secteur agricole. D'accord. Nous négocions les accords internationaux relatifs aux produits de base. Nous faisons du renforcement des capacités et nous conseillons le gouvernement sur les prix, la production et la consommation. Les produits de base, c'est quoi exactement? C'est tout ce qui est café, cacao, coton, EVA, sucre, céréales. Et vos activités, vos efforts, ça porte des fruits? Bon, est-ce que vous impactez réellement aujourd'hui sur la vie des paysans ou bien des consommateurs ivoiriens? C'est d'abord représenter la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Ensuite, c'est protéger et défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Le plus gros dossier qu'on a eu à piloter, par exemple, c'est le transfert du siège de l'Organisation internationale du cacao de Londres à Abidjan. Mais pourquoi vous êtes toujours à Londres, vous, sur le siège à Abidjan? Non, puisque nous sommes une structure qui gérons les produits de base. Et le seul produit de base dans le siège à Abidjan, c'est le cacao. Il faut bien gérer le reste. Il faut gérer le sucre, le café, le coton, le caoutchouc, etc. Mais en plus de ça, vous êtes toujours... Il n'y a pas un mois qui passe ou 2 mois sans que vous ne soyez soit nommé quelque part ou élu quelque part, toujours dans le cadre des produits de base. Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi vous êtes toujours au sommet? Est-ce que c'est la gringa que vous avez ou bien si vous êtes compétent? Non, moi je ne cours pas. Ce sont mes nominations qui me font courir. Il s'avère que dans le cadre de mes activités, les États membres, puisque ce sont des organisations intergouvernementales, les États membres font confiance à la Côte d'Ivoire, donc à un des Ivoiriens, et on me demande d'assumer quelques postes, c'est-à-dire la présidence du conseil, le président du comité administratif, le président du comité économique, etc. Donc ce sont des nominations ponctuelles qu'on confie à des États membres, et il s'avère que mes amis, mes frères, mes collègues des organisations internationales estiment que la Côte d'Ivoire devra occuper ce poste à un certain moment donné. Ce n'est pas définitif, c'est temporaire. Vous êtes à l'aise à Londres? Je suis à l'aise, oui. Et si on vous nomme ailleurs? Je suis un soldat au service de la République de Côte d'Ivoire et je suis prêt à servir par... Vous servez Ouattara ou bien vous servez Alassane Ouattara ou vous servez la Côte d'Ivoire? Je sers la Côte d'Ivoire sous le leadership d'Alassane Ouattara. Donc vous ne servez pas Alassane Ouattara? Non, je sers la Côte d'Ivoire. Le président de la République lui-même, il sert la Côte d'Ivoire, il ne se sert pas. Donc moi, je ne peux pas servir quelqu'un d'autre. Ça vous donne une vie privée? Parce qu'apparemment, vous êtes toujours dans 2 avions. Ah oui, j'ai de la vie privée. Je suis très organisé. Je suis un alassaniste, donc très organisé. Ah, vous êtes alassaniste. On met les pieds dans le plat donc pour aborder une étape très importante de cette émission. Vous êtes alassaniste. Vous êtes donc du RHDP. Non, alassaniste, donc très organisé. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit je suis RHDP, j'ai dit je suis Alassane. Le président Ouattara est un homme très organisé, très structuré. Ah, d'accord. Dites-moi un peu pourquoi vous dites ça. Et parce que je le connais mieux que vous. Moi, je n'ai pas la prétention de le connaître. Qui vous dit que j'ai envie de le connaître? Bon, enfin, bref. Ce que je voulais dire, vous êtes un homme politique? Je suis un technicien au service de la Côte d'Ivoire. Mais on vous voit par Mont et par Vaux en train de gérer des associations politiques. On a parlé de Convergence 2020, qui s'est transformée en Côte d'Ivoire Nouvelle Vision. C'est une transition, ma foi, qui est un peu surprenante. Pourquoi on parle de Convergence 2020 et qu'on arrive à Côte d'Ivoire Nouvelle Vision? D'abord, on va faire des corrections. Une correction peut-être au moins. La Convergence 2020 n'était pas une structure politique, une plateforme d'Ivoiriens qui ont décidé, au lendemain de la crise post-électorale, de permettre aux Ivoiriens de se parler, de participer à la cohésion sociale, de participer à la réconciliation
et de briser le mur de méfiance qui s'était installé avec les Ivoiriens de la diaspora. Voilà pourquoi nous avons créé Convergence 2020, mais ce n'est pas une plateforme politique. Ah, c'était pas une plateforme politique, c'était juste pour améliorer l'entente qui a été, on va dire, mise à mal par les événements politiques en Côte d'Ivoire. Je vais parler parce que quand on est arrivé ici en 2011, on a vu que les Ivoiriens se regardaient en chaîne de faïence, parce que la crise a été quand même profonde. Et nous avons voulu jouer notre partition en permettant aux Ivoiriens de se parler et de renouer le contact du dialogue, c'est tout, pas plus. Donc vous n'êtes pas au RHDP? Si je ne suis pas au RHDP. Je demande. Vous êtes... Oui, la question. Vous êtes membre du RHDP? Je suis membre du RHDP. C'est quoi votre fonction au RHDP? Je n'ai pas de fonction. Je suis un sympathisant, un Ivoirien qui suis membre du RHDP. Vous n'avez aucune fonction au niveau de l'Europe, au niveau du RHDP? Non, pas de aucune fonction. Mais avec Convergence 2020, c'était pas un peu hypocrite votre on va dire, tout ce que vous avez entrepris, parce que vous êtes dans notre bord politique et vous pensez rassembler tout le monde au sein d'une association que vous dites apolitique, ça fait pas un peu... On peut ne pas avoir la même idéologie, on peut ne pas avoir la même vision de la Côte d'Ivoire, mais on peut s'asseoir pour dire qu'on veut quelque chose de commun pour notre pays. C'est-à-dire, ce que nous avons en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et vous pensez l'avoir réussi? Quand on fait le bilan, et quand j'entends les gens me parler, je pense qu'on a fait ce qu'on a pu. Quels sont les actes concrets que vous avez posés? D'abord, si vous vous souvenez, en 2013, c'était la première fois que les Ivoiriens opposés se parlaient sans parole. Ici à Paris, à l'hôtel Pullman à Montparnasse. Ensuite, nous avons permis le retour de ceux qui avaient la crainte de rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont pensé qu'ils pourraient être victimes de représailles. Ensuite, nous avons profité pour faire de la sensibilisation sur la réconciliation, sur la paix, sur la cohésion sociale. Donc quand je fais le bilan, je pense que grosso modo, cette structure Convergence 2020 a été bien accueillie. Et je peux vous dire que je passe dans tous les groupuscules que vous pouvez imaginer ici à Paris, je n'ai jamais eu de problème. Même le plus extrême. Donc vous n'intervenez que dans la diaspora? J'ai fait une conférence à Abidjan, mais j'estime que ceux qui ont vécu la crise post-électorale et ceux qui ne l'ont pas vécu n'ont pas le même comportement. Et j'ai pensé que les Ivoiriens de la diaspora, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas vécu la crise post-électorale. Heureusement pour eux. Mais il fallait leur expliquer qu'est-ce que nous avons vécu, qu'est-ce que nous devons faire pour ne plus revivre les mêmes événements. Excellence Ali Touré, à tort ou à raison, hein, on vous dépeint comme celui qui est toujours en train de draguer les pro-Gbagbo. Est-ce que c'est pas pour des raisons électoralistes et c'est toujours dans le cadre de la réconciliation? Est-ce qu'il n'y a pas un lien fourré dans le contact permanent que vous avez avec la galaxie pro-Gbagbo? Je ne sais pas qui vous a donné cette fable, mais vous pouvez... Ah, c'est une fable? Oui, c'est une fable. Vous pouvez vérifier et interroger tous les pro-Gbagbo que vous connaissez. Je n'ai jamais demandé à un pro-Gbagbo de me rejoindre dans mon combat, où que je sois. Je leur ai dit, nous sommes des Ivoiriens, il faut maintenir le dialogue, il faut maintenir la convivialité. On peut être de bords différents, mais il faut qu'on sache qu'on est tous des Ivoiriens et qu'on n'a pas besoin de se battre en faisant de la politique. Et que je suis contre la logique des affrontements. Mais jamais je n'ai invité un pro-Gbagbo à me suivre dans mon combat. Pour leur demander, ils sont encore ici, ils sont en Europe. Vous allez faire la campagne d'Alassane Ouattara en 2020? Tout à fait. Il s'agit de notre bilan. Et je me sens partie intégrante de ce bilan, puisque j'ai été quand même nommé par décret présidentiel et que je m'occupe des matières premières à l'extérieur. Donc, évidemment, je ferai campagne pour le candidat du RHDP. On a vu quelques notes que vous avez prises. Apparemment, pour vous, tout baigne, tout va pour le mieux en Côte d'Ivoire. On peut avoir quelques chiffres quand même? Tout baigne pour le mieux, non. Mais nous pouvons être fiers de notre bilan. D'où nous venons. Parce que quand je prends, par exemple, de 2011... Le bilan des ponts? Je pense que le bilan est plus que bon. Le bilan des ponts? Celui des ponts ou des routes? Non, vous avez demandé un bilan, donc ça inclut tout. C'est-à-dire que ça inclut le côté social, le côté économique, le côté environnemental, et tout ce que vous voulez. Économiquement, tout va bien en Côte d'Ivoire? Ça va mieux que tout on vient, 2011. C'est ça mon repère. Parce que quand vous voulez juger un gouvernement ou un régime, il faut quand même faire une étude comparative. 2011, où en étions-nous? Donc il faut faire un benchmark, comme on le dit de plus en plus. En 2011, on avait un taux de croissance qui était de moins 4%. Aujourd'hui, il a 8% en moyenne. D'accord. En 2011, il y avait un taux de pauvreté de 51%. Aujourd'hui, nous sommes à 35%. En 2011, le taux d'endettement était explosif. Aujourd'hui, nous sommes à 48% contre la norme CEDEAO qui est de 70%. C'est des chiffres. Et on peut les discuter.
Évidemment. Mais en 2011, quand on prenait le pouvoir, il n'y avait ni police, ni gendarmerie, ni sécurité, ni préfet, ni sous-préfet. Il n'y avait presque plus d'eau à Abidjan, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, le taux de couverture, par exemple, au niveau du courant et de l'eau, a dépassé les 70%. Donc il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, est-ce que tout baigne? Non, il y a des choses encore à faire. Même dans les nations les plus développées, il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais je peux dire que de 2011 à aujourd'hui, pour moi, le bilan est satisfaisant. Vous ne voyez pas que votre pouvoir est un peu répressif, des députés sont en prison, il y a encore des prisonniers de la crise post-électorale. Vous brandissez toujours hein, ce bilan économiquement bien embelli, avec des chiffres qui font rêver. Mais est-ce que l'Ivoirien aujourd'hui est libre en Côte d'Ivoire? Sous Alassane Ouattara. La notion de liberté est une notion relative. D'abord, moi je n'aime pas faire le mélange des genres. Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Les Ivoiriens dont vous parlez qui sont en prison, le procureur de la République a fait une conférence de presse où il a indiqué quelles sont les charges qui pèsent sur ces Ivoiriens et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que la justice entende ces Ivoiriens. Donc moi, ce que je voudrais vous demander, laissez la justice se dérouler, faire son travail, et après on va apprécier. Donc pour vous, ce n'est pas politique? Non, puisque le procureur de la République a fait une conférence de presse, tout le monde l'a écouté. Les charges qui pèsent contre ceux qui sont en prison ou ceux qui sont en exil, vous les connaissez, c'est pas caché. Maintenant, au terme du processus, si maintenant vous vous rendez compte que la justice a dit ou n'a pas dit le droit, en ce moment on peut se prononcer. Mais pour le moment, je ne peux rien dire parce que ça est dans la main de la justice. Et au nom de la séparation des pouvoirs, je refuse de m'immiscer dans les affaires de justice. Téléspectateurs d'Objectif Direct, nous sommes avec son Excellence Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations des produits de base. Interview choc, questions fermes, réponses cash. Je pense que pour l'instant, on s'en sort. Mais pourquoi vous êtes passé de Convergence 2020 à Côte d'Ivoire Nouvelle Vision? Une seule raison, on a décidé de participer au débat politique. Ah, vous devenez donc un parti politique? Non, on a décidé de participer à la Convergence 2020. On ne se prononçait pas sur des faits de société où on ne participe pas au débat politique. La veille de la présidentielle de 2020, ayant analysé la situation, nous avons pensé que nous devons jouer notre rôle. Toujours un rôle d'apaisement, un rôle de réconciliation, un rôle de bon ton, et amener les acteurs politiques ivoiriens à être responsables dans les actes qu'ils posent pour ne pas qu'on vive en 2020 ce qu'on a vécu en 2011. Et pour ne pas qu'on vive ce qu'on a vécu au Salon de l'Agriculture? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah d'accord, vous n'avez pas l'information, donc c'est pas... J'étais à Londres en train de faire les réunions du sucre, moi je n'étais pas au Salon de l'Agriculture. Maintenant, si vous voulez éclairer ma lanterne, on peut en parler. Non, de toute façon, c'est pas important, à mon humble avis. Mais si vous voulez que j'éclaire votre antenne, il y a eu des échauffourées qui ont impliqué un ministre de la République de Côte d'Ivoire, des cyberactivistes proches de certains hommes politiques, et il y a eu, on va dire, pas mal de bagarres qui ont un peu terni l'image de la Côte d'Ivoire au Salon de l'Agriculture 2020. Une image qui était assez réluisante au début du salon, avec une superbe journée du 26 février où la Côte d'Ivoire était vraiment à l'honneur, qui malheureusement a été ternie par cette bagarre entre partisans politiques en plein Paris. Voilà un peu. Bon, moi je n'étais pas là, j'étais à Londres, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que les Ivoiriens, de façon générale, évitent de poser des actes qui pourraient ternir l'image du pays. C'est vrai que nous avons des désaccords en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a quand même un parti au pouvoir et puis une opposition, mais nous, au niveau de Côte d'Ivoire Vision, c'est ce que nous disons toujours, nous sommes contre la logique des affrontements. Les Ivoiriens peuvent avoir des désaccords, ne pas s'entendre, mais il faut qu'ils apprennent à se parler sans violence, sans bagarre, sans injures, sans invective. Donc, je condamne ce qui s'est passé au Salon de l'Agriculture et je demande aux Ivoiriens d'éviter de se livrer en spectacle à l'étranger parce que ça ne changera rien à la donne de la Côte d'Ivoire. Nous avons un gouvernement qui est en place, qui travaille. Nous avons une opposition qui n'est pas d'accord avec le gouvernement. Moi, je peux comprendre ça. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans les bagarres ou bien de ternir l'image du pays dans une manifestation internationale. C'est un peu dommage. Au niveau de votre nouvelle association, bien de votre plateforme qui a mué, de Convergence 2020 à Côte d'Ivoire Nouvelle Vision, quel est le fil d'activité que vous avez dans l'immédiat? Dans l'immédiat, nous avons et même fait aujourd'hui encore une séance de travail. On projette d'organiser un colloque ici à Paris. Ensuite, une manifestation relative aux champions nationaux. Et puis d'autres... Une manifestation relative aux champions nationaux? Oui. Sur tous les plans? Sur tous les champions? Au niveau de la diaspora, la Côte d'Ivoire Vision entend dénicher
les champions nationaux ivoiriens, pour montrer aux Ivoiriens de la Côte d'Ivoire qu'il y a aussi des compétents de la diaspora ici qui pourraient participer au développement de la Côte d'Ivoire conformément au souhait du président de la République. Excellence Ali Touré, on a été heureux de faire cette interview avec vous. Téléspectateurs d'Objectif Direct, nous étions avec le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations de produits de base. C'est un acteur important du marigot, on va dire administratico-politique ivoirien. Il est président de la plateforme Côte d'Ivoire Nouvelle Vision. Il a dirigé pendant longtemps Convergence 2020, qui est un mouvement aussi qui a participé à la cohésion entre les Ivoiriens après la grave crise post-électorale de 2010. Nous, on a été heureux d'être avec vous et puis on espère qu'on se retrouvera bientôt. Écoutez, moi je suis toujours disponible. Tant qu'on peut parler de la Côte d'Ivoire dans la paix, sans animosité, sans bagarre, sans insulte, moi je suis prêt à parler à tous les Ivoiriens pour qu'on parle du devenir de la Côte d'Ivoire dans la paix et surtout dans la fraternité. Bonsoir.